12 ans. Elle l'avait aimé en secret pendant plus d'une décennie, comme la lune cachée derrière le brouillard, éternellement incapable de briller dans son monde. Le jour où elle retourna dans sa famille biologique, elle pensa qu'elle serait enfin aimée. Mais non. Sa mère biologique la regarda comme une étrangère et lui dit froidement que même si Scarlett n'était pas sa vraie fille, au moins elle était obéissante. Contrairement à Ivy, qui n'avait rien fait d'autre que causer des ennuis toutes ces années, la vraie fille fut jetée sous la pluie glaciale, forcée de s'agenouiller et de présenter ses excuses à des inconnus. Alors que l'adoptée était traitée comme un trésor précieux, ils lui dirent qu'elle devait se marier pour une alliance politique afin de rembourser leur gentillesse. Très bien, elle accepta. Elle leur jeta chaque dollar qu'ils avaient dépensé pour elle et déclara qu'après le mariage, elle ne devrait plus rien à la famille Thornton. La nuit précédant la rencontre avec son mari arrangé, elle se tenait sous la pluie en se demandant qui serait cet étranger, s'il pourrait être pire que cet enfer qu'elle vivait. Mais quand la porte s'ouvrit, elle se figea. L'homme assis là, froid, puissant, avec des yeux tranchants comme des lames. C'était lui, Sebastian Russo, le chef de la mafia le plus redouté de la côte Est, l'homme qu'elle observait secrètement depuis sa jeunesse, son monsieur S, celui qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir atteindre. Il la regarda droit dans les yeux et lui demanda si elle ne voulait pas l'épouser. Son cœur s'arrêta un instant, mais ses mots suivants lui glacèrent le sang. Dans la famille Russo, il n'y a pas de divorce, seulement des veuves. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'une promesse ou d'une menace. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme lui choisirait une femme abandonnée par sa propre famille, jusqu'à ce qu'elle découvre le secret qu'il cachait depuis tout ce temps. Un secret assez puissant pour briser tout ce en quoi elle avait cru. Il était déjà trop tard pour faire demi-tour. Alors si vous voulez découvrir ce que Sebastian Russo cache depuis toutes ces années et pourquoi il l'a choisi parmi toutes les femmes, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant et partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les romances interdites. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être les premiers à savoir quand le prochain chapitre sortira. Parce que dans le monde de la mafia et de l'amour dangereux, la lune trouve toujours son chemin à travers la nuit la plus sombre. Ivy restait assise face à l'homme qu'elle aimait en silence depuis la moitié de sa vie, incapable de croire ce qui se passait. Les mots résonnaient dans son esprit, froids et menaçants. Dans la famille Russo, il n'y avait pas de divorce, seulement des veuves. Et pourtant, étrangement, elle n'avait pas peur. Peut-être parce qu'elle était devenue trop familière avec la douleur, ou peut-être parce que même si Sebastian Russo était le seigneur de la mafia le plus redouté de la côte Est, pour elle, il avait toujours été la lune qu'elle observait de loin depuis tant d'années. Lorsqu'il la regarda de ce regard aiguisé, comme s'il lisait chaque pensée dans son esprit, et lui demanda à nouveau d'une voix basse et calme si elle acceptait ou non, Ivy prit une profonde inspiration et hocha la tête. Elle accepta, même s'il s'agissait d'un mariage politique, même si elle ne comprenait pas pourquoi il choisirait quelqu'un de rejeté par sa propre famille comme elle accepta tout de même. Sébastien ne dit rien de plus. Il se leva simplement et lui dit de le suivre. Le lendemain, ils se rendirent à la mairie de New York pour enregistrer leur mariage. Ivy portait une simple robe blanche et Sébastien portait son habituel costume noir, dégageant cette autorité tranquille et ce danger qui maintenait tout le monde à distance. Lorsque le greffier posa les papiers, la main d'Ivy trembla de manière incontrôlable. Elle tenait le stylo mais ne parvenait pas à se résoudre à écrire son nom. Soudain, une main chaude se referma sur la sienne. Sébastien se tenait à ses côtés sans un mot, guidant sa main alors qu'ils signaient ensemble. Leurs écritures s'entrelacèrent sur la page, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'un contrat, mais d'une promesse indestructible. Ensuite, il la conduisit à la Rolls-Royce noire qui attendait dehors, et la voiture les transporta vers Long Island, où se trouvait le domaine Russo. Tout au long du trajet, Ivy ne dit rien, observant seulement le monde à travers la vitre, en se demandant où sa vie l'emmenait. Lorsque la voiture s'arrêta devant les massives grilles de fer,
Elle comprit enfin dans quel genre de monde elle venait d'entrer. Des gardes en noir se tenaient partout, l'arme à la hanche et le regard vigilant scrutant les alentours. Des caméras de sécurité étaient montées à chaque coin. Lorsque les grilles s'ouvrirent, un manoir s'éleva devant elle, plus grand que tout ce qu'elle avait jamais vu. Ce n'était pas une maison, mais une forteresse. Sébastien sortit le premier, puis ouvrit sa porte et lui tendit la main, qu'elle hésita un instant à prendre, surprise par sa chaleur contrastant avec la froideur de son visage. À leur entrée, les domestiques s'inclinèrent en silence. Il la conduisit à travers de longs couloirs, monta les escaliers et s'arrêta devant une vaste pièce. Il ouvrit la porte et lui dit que c'était sa chambre et qu'elle vivrait ici désormais. Ivy entra, stupéfaite par l'élégance des lieux. Le grand lit aux draps blancs, les fenêtres s'ouvrant sur un jardin de roses, la haute bibliothèque atteignant le plafond. Avant qu'elle ne puisse parler, Sébastien dit qu'elle lui appartenait désormais et que personne n'était autorisé à la toucher. Ivy se tourna vers lui, le cœur battant plus vite, voulant demander pourquoi il parlait ainsi, pourquoi il la protégeait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Mais il s'était déjà détourné, la laissant seule dans cette chambre inconnue. Ivy resta là, regardant autour d'elle, se demandant s'il s'agissait d'une bénédiction ou d'une malédiction, sachant seulement qu'elle était entrée dans le monde de la mafia, devenue la femme de son seigneur, le plus redouté, et que quoi qu'il l'attende, sa vie à partir de ce moment avait changé à jamais. Lors de sa première nuit au manoir Rousseau, Ivy ne put s'endormir. Elle restait allongée sur le vaste lit, fixant le plafond inconnu et se demandant si elle rêvait. La veille encore, elle était la fille rejetée par sa propre famille, forcée de s'agenouiller sous la pluie, traitée comme une servante. Et maintenant, elle était devenue l'épouse de Sébastien Rousseau, le seigneur de la mafia le plus puissant de la côte Est. Elle se tourna et remonta la couverture plus haut, essayant de s'habituer au silence effrayant de la pièce. Et à ce moment-là, tout tomba dans l'obscurité. Les lumières s'éteignirent. Toutes les lumières du manoir moururent d'un coup. Ivy se redressa, le cœur battant à tout rompre, alors que les ténèbres engloutissèrent la pièce, épaisse comme de l'encre, sans la moindre trace de lumière. Et la peur qu'elle avait enfouie pendant tant d'années revint comme une inondation. Elle ne pouvait plus respirer. Elle se recroquevilla sur elle-même, se retirant dans le coin du lit, entourant ses genoux de ses bras. Les souvenirs des jours enfermés dans le sous-sol sombre de la maison Thornton inondèrent son esprit. L'odeur d'humidité, le bruit des rats qui courent, la solitude et le désespoir d'être abandonnée dans le noir pendant des jours, sans que personne ne s'en soucie. Chaque fois que Scarlett était en colère, chaque fois que Catherine voulait la punir, elle l'enfermait au sous-sol sans nourriture, sans eau, sans lumière, seulement l'obscurité et la peur. Ivy commença à trembler de manière incontrôlable. Elle voulait crier, mais sa gorge semblait broyer. Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle se serra contre elle-même, comme si c'était le seul moyen de ne pas être dévorée par le noir. Et puis la porte s'ouvrit. Une bougie vacillante apparut, et avec elle, la haute silhouette de Sébastien. Il entra sans un mot, posa la bougie sur la table et marcha vers elle. Ivy leva la tête, les yeux rougis, le corps encore tremblant. Elle voulait parler, expliquer, mais aucun son ne sortit. Sébastien la regarda longuement, puis fit quelque chose qui la surprit totalement. Il s'assit à côté d'elle et la tira doucement dans ses bras. Il ne demanda rien, ne posa aucune question. Il la tint simplement fermement, comme pour la protéger de tout ce qui existe au monde. Sa chaleur se propagea en elle, et Ivy sentit son calme revenir lentement. Puis, il la relâcha, se leva et commença à allumer des bougies tout autour de la pièce. 1, 2, 3, puis des dizaines, jusqu'à ce que la douce lueur chasse l'obscurité. Quand la pièce fut remplie de la lumière des bougies, Sébastien se tourna vers elle et lui dit doucement qu'il serait toujours là et qu'elle n'avait plus besoin d'avoir peur. Ivy le regarda, les larmes encore aux cils, et demanda d'une voix rauque comment il savait qu'elle avait peur du noir. Sébastien resta silencieux un instant. «
Quelque chose d'indéchiffrable passa dans ses yeux. Puis, il lui dit seulement de dormir, et qu'il montrait la garde. Il ne répondit pas à sa question et ne partit pas. Il s'assit dans le fauteuil à côté du lit, s'adossant et observant la fenêtre comme s'il la protégeait. Ivy voulait en demander plus, mais l'épuisement et cet étrange sentiment de sécurité l'emportèrent. Elle s'allongea, ferma les yeux, et pour la première fois en 14 ans, s'endormit sans faire de cauchemar. Elle ne savait pas que Sébastien était resté assis là toute la nuit sans dormir, juste pour la regarder se reposer. Elle ne savait pas que les bougies avaient été préparées avant son arrivée, car il connaissait sa peur du noir depuis très longtemps, plus longtemps qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. Le lendemain matin, quand Ivy se réveilla, la lumière du soleil s'était déjà glissée à travers le rideau. Le fauteuil où Sébastien était resté assis toute la nuit était désormais vide. Elle se redressa, se frotta les yeux et regarda autour d'elle. Les bougies s'étaient éteintes à un moment donné, laissant seulement des traînées de cire blanche sur leurs coupelles. Elle se demanda si la nuit précédente avait été un rêve, si Sébastien l'avait vraiment tenue et avait allumé les bougies pour elle. Mais lorsqu'elle sortit du lit et ouvrit la porte, la légère odeur de café et de pain grillé flotta vers elle, et elle sut que tout avait été réel. Ivy descendit à la salle à manger où le petit déjeuner avait été servi. Une tasse de café fumant, une assiette de toast et un petit vase de fleurs à côté. Sébastien était assis en bout de table, lisant le journal. Mais quand il la vit, il le plia et se leva, tira sa chaise et fit glisser le café vers elle. Ivy leva la tasse, prit une gorgée, et ses yeux s'agrandirent de surprise. Le café contenait 2 sucres, exactement comme elle l'aimait. Elle regarda les toasts, secs et sans beurre, juste comme elle les préférait. Elle leva les yeux vers Sébastien et demanda d'une voix tremblante comment il savait qu'elle aimait son café avec 2 sucres et ses toasts sans beurre. Sébastien la regarda simplement, le coin de sa bouche s'étirant en un léger sourire, mais il ne répondit pas. Il lui dit seulement de manger et qu'elle avait besoin de manger davantage. Ivy voulait en demander plus, mais voyant le mystère sur son visage, elle sut qu'elle n'obtiendrait pas de réponse. Et ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, Ivy réalisa que Sébastien en savait bien plus sur elle qu'elle ne l'avait imaginé. Lorsqu'elle errait dans le manoir sans rien faire, il la conduisit dans une pièce au bout du couloir du 2e étage, ouvrit la porte, et Ivy resta pétrifiée devant ce qu'elle vit. Une vaste bibliothèque, avec des étagères s'élevant jusqu'au plafond, remplie des livres qu'elle avait toujours rêvé de lire. Il lui dit qu'il savait qu'elle aimait les livres et que cette pièce était la sienne. Ivy entra, la main tremblante, en touchant les tranches des livres, incapable de comprendre pourquoi un seigneur de la mafia préparerait de telles choses pour elle. Et chaque soir, quand l'obscurité tombait et que les étoiles commençaient à briller, Sébastien venait dans sa chambre et lui demandait si elle voulait monter sur le toit. La première fois, Ivy hésita, mais elle y alla avec lui, et quand elle mit le pied sur le toit, elle vit une chaise longue déjà installée là, face à la lune brillant dans le ciel nocturne. Il savait qu'elle aimait regarder la lune. Il savait qu'elle aimait les livres. Il savait qu'elle aimait le café avec 2 sucres. Il savait qu'elle craignait le noir. Il savait tout. Mais pourquoi? Et chaque nuit, ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre sur le toit, en silence, à regarder la lune. Sébastien parlait peu, mais sa présence apportait à Ivy un étrange sentiment de paix. Elle commença à attendre ces soirées avec impatience, à s'asseoir à ses côtés, à ressentir la chaleur de l'homme que le monde entier craignait. Pourtant, elle continuait de se rappeler de ne pas espérer. Ce n'était qu'un mariage politique. Sébastien l'avait épousée pour une raison précise et non par amour. Elle l'avait aimé en secret pendant plus d'années qu'elle ne pouvait en compter, et elle ne pouvait pas se permettre d'être blessée à nouveau. Mais son cœur ne voulait pas écouter la raison. Chaque geste d'attention, chaque regard doux qu'il lui lançait, chaque nuit passée assis à ses côtés sous la lune, faisait battre son cœur. Elle avait essayé d'enterrer cet amour pendant 12 ans, mais maintenant qu'il était si proche,
qu'il la traitait comme si elle était un trésor. Elle ne pouvait plus le retenir. Son cœur avait recommencé à l'aimer, plus profondément et plus fort, et elle savait que cette fois, si elle était blessée, elle ne pourrait jamais se relever. Une semaine après le mariage, Sébastien dit à Ivy qu'il voulait l'emmener à l'entreprise. Ivy fut surprise et demanda pourquoi. Et Sébastien répondit simplement qu'elle était sa femme et qu'elle devait connaître son monde. Ce matin-là, Ivy porta donc une robe simple et suivit Sébastien chez Russo Holdings, le siège de l'empire commercial que la famille Russo avait bâti sur plusieurs générations. Le gratte-ciel se dressait au cœur de Manhattan, dégageant une puissance et une richesse dont Ivy n'avait jamais été témoin. Lorsqu'ils entrèrent dans le grand hall, tous les employés se levèrent et s'inclinèrent devant Sébastien, les yeux remplis de respect, aucun n'osant regarder leur patron en face. Mais quand ils regardèrent Ivy, elle sentit la curiosité et le dédain cachés dans leurs regards. Elle savait qu'ils se demandaient qui elle était, pourquoi elle était aux côtés de Sébastien, et si elle était digne de se tenir près du patron. Sébastien la conduisit au dernier étage où se trouvait son bureau. Lorsqu'ils sortirent de l'ascenseur, une belle jeune femme en tailleur noir cintré s'approcha de lui avec un sourire éclatant. Son nom était Victoria, l'assistante personnelle de Sébastien, et dès le premier regard, Ivy sentit l'hostilité dans ses yeux. Victoria ignora complètement Ivy et ne parla qu'à Sébastien, lui rendant compte de l'emploi du temps et discutant du travail comme si Ivy n'existait pas. Quand Sébastien entra dans la salle de réunion, Victoria se tourna et dévisagea Ivy de haut en bas avec mépris, lui demandant froidement qui elle était pour oser suivre le patron Russo dans l'entreprise. Ivy ouvrit la bouche pour répondre, mais Victoria lui coupa la parole et dit qu'elle ne savait pas quelle relation Ivy entretenait avec le patron Russo, mais qu'elle lui conseillait de rester à sa place car ce n'était pas un endroit pour les gens sans statut. Comme pour souligner ses propos, Victoria versa délibérément une tasse de café brûlant sur la robe d'Ivy. La chaleur traversa le tissu et brûla sa peau. Mais Ivy serra les dents et ne fit aucun bruit. Elle était habituée à la douleur et avait enduré bien pire pendant 14 ans dans la maison Thornton. Victoria la regarda d'un air triomphant et dit qu'elle était désolée et que ce n'était pas intentionnel, mais qu'elle ne servait que le patron Russo et n'avait aucune obligation de se soucier des personnes sans importance. Elle ne savait pas que Sébastien était déjà revenu. Il se tenait juste derrière elle, ayant tout vu, son regard si froid qu'il aurait pu geler la pièce. Sébastien fit un pas en avant et demanda d'une voix basse, délibérée et menaçante, ce qu'elle venait de dire. Victoria pâlit en le voyant et bafouilla qu'elle avait seulement. Mais Sébastien ne la laissa pas finir. Il l'interrompit et dit froidement que voici son épouse Ivy Russo et que Victoria venait de lui verser du café dessus. Victoria se figea, les yeux écarquillés par le choc. Épouse. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle essaya de parler, de s'excuser, d'expliquer. Mais Sébastien se tourna vers Marcus, qui se tenait à proximité, et lui ordonna de l'escorter dehors, précisant qu'elle était licenciée avec effet immédiat. Victoria cria, implorant une autre chance, disant qu'elle avait travaillé pour lui pendant 3 ans. Mais Sébastien ne la regarda plus. Il se tourna vers Ivy, retira doucement sa veste et la drapa sur ses épaules pour couvrir la tache. Puis, il se tourna face aux employés stupéfaits et déclara avec une autorité absolue que voici sa femme, Ivy Russo, et qu'à partir de maintenant, quiconque oserait la toucher disparaîtrait. Tout le monde dans ce milieu savait ce que « disparaître » signifiait. Personne n'osait respirer bruyamment. Personne n'osait lever les yeux. Tous baissèrent de l'est en silence. Ivy resta là à regarder Sébastien, et pour la première fois en 27 ans de vie, elle avait quelqu'un qui se levait pour la protéger. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau privé de Sébastien, Ivy dit doucement qu'il n'avait pas besoin de faire cela. Sébastien la regarda, ses yeux s'adoucissant légèrement, et dit qu'elle était sa femme et que c'était ce qu'il était censé faire. Ivy ne put rien dire de plus. Elle sentit seulement son cœur battre plus vite, et les murs qu'elle avait construits pendant tant d'années commencer à se fissurer. Quelques jours après l'incident à l'entreprise,
Catherine Thornton appela et invita Sébastien et Ivy à dîner au domaine Thornton. Ivy ne voulait pas y aller. Elle ne voulait pas retourner dans l'endroit qui l'avait emprisonnée pendant 14 ans, l'endroit qui avait laissé des cicatrices sur son corps et sur son âme. Mais Sébastien dit qu'il irait avec elle et avec lui à ses côtés. Elle sentit qu'elle pouvait tout affronter. Ce soir-là, ils arrivèrent au manoir Thornton, l'endroit qu'Ivy avait autrefois appelé « maison », mais auquel elle n'avait jamais vraiment appartenu. Catherine les accueillit à la porte avec un faux sourire. Richard Thornton serra la main de Sébastien avec une expression calculatrice, et Scarlett se tenait à côté d'eux, dans une robe chère et glamour, dévisageant Ivy de haut en bas avec son mépris habituel. Lorsqu'ils s'assirent à table, Ivy comprit le véritable but du dîner. Richard continuait d'évoquer des projets commerciaux, parlant des difficultés financières auxquelles l'entreprise Thornton était confrontée, et suggérant qu'un partenariat avec Russo Holdings bénéficierait aux deux parties. Sébastien écoutait sans parler, le visage froid comme la glace, et Scarlett ne manquait pas une seule occasion de se moquer d'Ivy. Elle regarda la robe simple qu'Ivy portait et ricana en disant qu'elle semblait datée d'il y a plusieurs décennies et qu'elle pensait qu'épouser un homme riche lui apprendrait à mieux s'habiller. Ivy resta silencieuse, habituée à la cruauté de Scarlett, et peu disposée à argumenter ou à causer des problèmes. Mais Scarlett ne s'arrêta pas. Elle poursuivit en disant que, bien sûr, Ivy avait grandi dans un village de pêcheurs reculés et ne pouvait pas savoir ce qu'était l'élégance ou la classe, et Catherine et Richard ne dirent rien pour arrêter leur fille adoptive. Ils restèrent simplement assis là, comme si les insultes étaient tout à fait normales. Mais pas Sébastien. Il posa ses baguettes, fixa Scarlett d'un regard froid et dit d'une voix basse et menaçante qu'au moins sa femme avait été élevée par des gens qui connaissaient le véritable amour, et que ceux élevés dans l'égoïsme et l'envie ne pouvaient qu'éprouver du ressentiment envers les autres. Scarlett se figea, le visage rouge de colère et d'humiliation. Catherine s'empressa d'intervenir en disant que Scarlett était jeune et ne faisait que plaisanter. Mais Sébastien ne la regarda pas. Il se tourna vers Richard et dit qu'il savait qu'il n'avait pas été invité pour dîner, que Richard voulait qu'il sauve son entreprise, mais qu'il avait épousé Ivy et non la famille Thornton. Richard pâlit et essaya de parler, mais Sébastien se leva, prit la main d'Ivy, dit qu'il partait et la conduisit hors du manoir Thornton, sans se retourner. Sur le chemin du retour, Ivy resta assise dans la voiture en silence, fixant par la fenêtre, essayant de se contenir. Mais des larmes coulèrent malgré tout de manière incontrôlable. Pendant 14 ans, elle avait enduré les abus de sa famille, et bien qu'elle essaie de paraître forte, les mots de Scarlett lui coupaient toujours le cœur comme un couteau. Sébastien le remarqua, dit au chauffeur de se ranger, se tourna vers Ivy et essuya doucement les larmes sur ses joues. Il ne lui offrit pas de réconfort vide. Il dit seulement qu'à partir de maintenant, personne n'était autorisé à la faire pleurer, et que quiconque oserait en paierait le prix. Ivy le regarda avec ses yeux rougis et réalisa que Sébastien ne l'avait pas épousée uniquement pour la politique. Il y avait une autre raison qu'elle ne comprenait pas encore, mais quelle que soit cette raison, elle savait que cet homme la protégeait vraiment et se tenait vraiment à ses côtés. Et cette certitude fit que son cœur, brisé tant de fois auparavant, commença à se réparer morceau par morceau. 2 semaines après le dîner chez les Thornton, Sébastien reçut une invitation pour assister à un gala de charité organisé par la haute société de New York. C'était un événement important où les familles les plus puissantes de la côte Est se réunissaient et Sébastien dit à Ivy qu'elle devait l'accompagner. Ivy se sentait anxieuse car elle n'avait jamais assisté à de tels événements et ne savait pas comment se comporter, ni comment parler aux gens de la classe supérieure. Mais Sébastien la regarda simplement et dit qu'elle avait seulement besoin de rester à ses côtés et n'avait rien d'autre à faire. Ce soir-là, Ivy porta une longue robe noire que Sébastien avait préparée pour elle, élégante et raffinée, et lorsqu'ils entrèrent dans la salle de bal, tous les regards se tournèrent vers eux. Sébastien Russo, le seigneur de la mafia le plus redouté, apparaissant pour la première fois
avec une femme à ses côtés. Des murmures se répandirent dans la salle, car tout le monde voulait savoir qui elle était. Ivy se sentait mal à l'aise sous les regards curieux et inquisiteurs. Mais la main de Sebastian tenait la sienne fermement, lui donnant la force de continuer à marcher. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'une femme apparaisse, grande et d'une beauté frappante, avec de longs cheveux noirs brillants, des yeux vifs et un sourire confiant. Elle portait une robe rouge vif qui se détachait dans la foule et marcha droit vers Sebastian, comme si personne d'autre n'existait. Avant qu'Ivy ne puisse réagir, la femme avait jeté ses bras autour de lui et dit doucement que cela faisait si longtemps et qu'il lui avait manqué. Ivy resta figée, le cœur serré à cette vue. Sebastian retira les bras de la femme, son visage indéchiffrable, et dit que Serena Blackwell était présente, et qu'Ivy était sa femme. Le nom résonna dans l'esprit d'Ivy comme un signal d'alarme, car elle avait entendu parler de la famille Blackwell, un puissant clan mafieux et allié de longue date des Rousseau, et Serena était leur fille unique. Serena regarda Ivy de haut en bas, avec un dédain non dissimulé, puis fit un faux sourire et dit « Ainsi, voici la nouvelle mariée. » Puis elle prit le bras de Sebastian et dit assez fort pour que les autres entendent qu'elle et Sebastian étaient amis depuis l'enfance, qu'ils avaient grandi ensemble et tout partagé. Ivy eut l'impression qu'un couteau lui avait été enfoncé dans le cœur, et Serena n'en avait pas fini. Elle se pencha près d'Ivy, feignant l'intimité, et murmura qu'un mariage politique n'avait rien de glorieux, et qu'Ivy n'était qu'une couverture. Ivy se raidit, voulant répondre, mais sa gorge se ferma. Serena sourit triomphalement et s'éloigna dans la foule, laissant Ivy là, le cœur en miettes. Toute la soirée, Ivy entendit des murmures partout, des femmes influentes chuchotant que Sebastian et Serena étaient amants depuis l'enfance, qu'il avait envoyé Serena étudier à Paris et attendu son retour, que le mariage avec Ivy n'était qu'un arrangement politique, et qu'Ivy n'était rien comparé à Serena Blackwell. Ivy essaya de l'ignorer, mais chaque mot s'enfonçait comme des aiguilles dans son cœur. Elle regarda Sebastian, discutant avec des hommes d'affaires, son visage toujours aussi froid, et se demanda si les rumeurs étaient vraies, et si elles n'étaient réellement qu'une couverture pour lui et Serena. Pendant 12 ans, elle l'avait aimé en silence, et maintenant qu'elle était sa femme, elle affrontait la peur de ne rien représenter pour lui. Sur le chemin du retour, Ivy resta silencieuse tout le trajet. Sebastian le remarqua et demanda ce qui n'allait pas, mais Ivy secoua simplement la tête et dit qu'elle était fatiguée. Elle ne voulait pas poser de questions sur Serena, car elle craignait que la réponse ne confirme ses pires craintes. Cette nuit-là, Ivy resta allongée dans son lit, incapable de dormir, se rappelant les yeux triomphants de Serena et les chuchotements de la foule, alors que le doute envahissait son cœur, se demandant si Sebastian tenait vraiment à elle, ou si tout n'était qu'une mise en scène soigneusement orchestrée. Et elle décida qu'elle découvrirait la vérité elle-même, même si elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir, même si cette vérité risquait de détruire tout ce en quoi elle essayait de croire. Alors qu'Ivy sombrait dans le doute et la douleur ailleurs dans la ville, 2 serpents venimeux commençaient à s'enrouler ensemble. Serena Blackwell était assise dans un café raffiné de l'Upper East Side, en face de Scarlett Thornton. Les 2 femmes ne s'étaient jamais rencontrées auparavant, mais elles partageaient un but unique, qui était de retirer Ivy de la vie de Sebastian. Serena avait été la première à prendre contact car, après le gala de charité, elle s'était renseignée sur la famille Thornton et avait découvert le lien entre Ivy et Scarlett. Elle savait que Scarlett détestait Ivy jusqu'à la moelle, et c'était exactement la carte dont elle avait besoin. Scarlett prit une gorgée de son café, ses yeux s'illuminant d'intérêt, alors qu'elle écoutait la proposition de Serena, et dit qu'elle avait essayé de faire disparaître la fille pendant 14 ans, mais qu'elle était comme un cafard qui ne mourait pas, peu importe combien de fois on l'écrasait. Serena sourit, sa voix douce mais pleine de venin, et dit que c'était parce que Scarlett n'avait pas utilisé la bonne méthode, et qu'elle lui montrerait comment faire. Le plan de Serena était simple,
mais efficace. La mère de Sebastian, Isabella Russo, organiserait une fête officielle pour présenter la nouvelle belle-fille aux familles alliées de la mafia, et ce serait l'occasion parfaite d'humilier Ivy devant tout le monde. Serena engagerait un homme pour approcher Ivy à la fête, l'attirerait dans la chambre privée de Sébastien et créerait une situation faisant croire à tout le monde qu'Ivy avait une liaison. Lorsque le scandale éclaterait, Sébastien perdrait la face devant toutes les familles alliées et n'aurait d'autre choix que de chasser Ivy de la famille Russo. Scarlett frappa dans ses mains avec délice et dit que c'était un plan merveilleux, et que lorsque la fille serait jetée à la rue, elle s'assurerait qu'Ivy ne se relève jamais. Serena hocha la tête et ajouta que lorsqu'Ivy disparaîtrait, la place à côté de Sébastien serait la sienne, et la famille Thornton recevrait un soutien financier de Russo Holdings. Ainsi, les deux parties y gagneraient. Scarlett accepta immédiatement car elle se moquait de ce que Serena voulait. Elle voulait seulement voir Ivy humiliée, traînée dans la boue, traitée comme un déchet, une chose qu'elle souhaitait depuis plus de 14 ans. Mais les deux femmes ne savaient pas que tout ce qu'elles faisaient était surveillé. Marcus, l'aide le plus fidèle de Sébastien et le cerveau derrière le réseau d'intelligence mondiale des Russo, avait été alerté de cette réunion secrète. Avec des yeux et des oreilles dans chaque club d'élite et chaque ruelle sombre de la ville, rien ne se passait sans qu'il ne le sache. Dès que Serena et Scarlett quittèrent le café, Marcus avait déjà tous les détails de leur plan, et il en fit rapport à Sébastien. Sébastien écouta sans montrer d'émotion, mais ses yeux étaient assez froids pour tuer. Il demanda quand elle comptait en frapper, et Marcus répondit lors de la fête de Lady Isabella dans 3 jours. Sébastien resta silencieux un long moment, puis ordonna à Marcus de les surveiller, de les laisser agir. Il voulait savoir ce qu'elle comptait faire d'autre, et il voulait des preuves qu'elle ne pourrait pas nier. Marcus hocha la tête et partit. Sébastien resta seul dans son bureau, fixant la fenêtre, son regard sombre. Il savait depuis longtemps que Serena n'abandonnerait jamais, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'allie avec Scarlett Thornton. Elle voulait au blesser Ivy et la chasser de sa vie, mais elle ne savait pas qu'elle s'attaquait à un nid de guêpes. Ce soir-là, Sébastien appela Ivy, sa voix toujours aussi basse et calme, mais avec quelque chose d'inhabituel en dessous, alors qu'il lui disait que dans 3 jours, il y aurait la fête de sa mère et qu'elle l'accompagnerait. Ivy accepta, bien que son cœur soit encore plein de doutes après l'apparition de Serena. Mais avant de raccrocher, Sébastien ajouta quelque chose qui fit se figer Ivy. Quoi qu'il arrive cette nuit-là, elle devait lui faire confiance. Ivy voulut demander ce qu'il entendait par là, mais il avait déjà mis fin à l'appel, et elle resta là, le téléphone à la main, se demandant ce qui l'attendait, ignorant qu'une grande tempête était sur le point d'éclater et qu'elle ferait bientôt face à la plus grande épreuve depuis son entrée dans la famille Russo. 3 jours passèrent rapidement, et la nuit de la fête organisée par Isabella Russo arriva. Ivy se tenait devant le miroir, se regardant dans la robe de soirée bleu profond que Sébastien avait choisie pour elle, et elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. C'était la première fois qu'elle rencontrait officiellement sa belle-mère, et elle était si nerveuse que ses mains tremblaient en attachant ses boucles d'oreilles. Elle avait beaucoup entendu parler d'Isabella Russo, la femme qui s'était tenue aux côtés de son mari, dirigeant l'empire de la mafia pendant des décennies, et qu'on appelait la Dame de Fer, pour une froideur et une impitoyabilité rivalisant avec n'importe quel homme. Ivy ne savait pas si une femme aussi puissante accepterait une belle fille venant d'un pauvre village de pêcheurs. Sébastien entra dans la pièce, la regarda longuement, puis s'approcha et lui prit doucement la main en lui disant qu'elle était belle et de ne pas s'inquiéter. Ivy essaya de sourire, mais la peur brillait toujours dans ses yeux. Ils arrivèrent au domaine principal des Russo où se tenait la fête, un ancien château sur une colline surplombant toute la baie de Long Island, grandiose et magnifique comme un palais royal. Et lorsqu'ils entrèrent, des centaines de regards se tournèrent vers eux. Familles alliées de la mafia, puissants hommes d'affaires, politiciens influents, tous étaient présents. Et au centre de la foule, Ivy vit Serena Blackwell dans une superbe robe rouge,
entouré d'un groupe de femmes de la haute société, souriant triomphalement quand Ivy apparut. Serena s'approcha avec une voix douce mais empoisonnée, saluant Madame Russo familièrement, comme si elle faisait partie de la famille depuis longtemps. Ivy se tenait aux côtés de Sebastian, se sentant petite et perdue dans cette foule fastueuse, et se préparait à être comparée et humiliée. Mais ce qui arriva ensuite la stupéfia complètement. Isabella Russo sortit de la foule. Une femme d'une 50aine d'années, qui portait encore une beauté noble et imposante, avec ses cheveux argentés soigneusement épinglés, et des yeux perçants comme ceux d'un aigle, chaque pas dégageant une autorité indéniable. Serena sourit, prête à la saluer comme d'habitude, mais Isabella l'ignora complètement, marcha droit vers Ivy et, devant tous les invités, lui prit doucement la main et dit d'une voix chaleureuse et ferme que voici la belle fille qu'elle attendait depuis 10 ans. Ivy se figea, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. 10 ans, comment cela était-il possible? Les invités chuchotèrent de surprise devant l'honneur qu'Isabella montrait à la nouvelle mariée, et Serena resta rigide, son sourire envolé, remplacé par un choc et une fureur manifeste. Elle essaya de parler, mais Isabella se tourna vers elle avec un regard de glace et dit sans émotion que Miss Blackwell n'était pas sur la liste des invités. Serena pâlit et bafouilla qu'elle souhaitait seulement les féliciter. Mais Isabella lui coupa la parole et lui dit que c'était inutile et qu'elle pouvait partir. Un camouflet public devant des centaines de personnes parmi les plus puissantes de New York. Serena serra les dents, s'efforçant de rester digne, mais la haine brûlait dans ses yeux alors qu'elle s'inclinait et se retirait dans la foule. Et Ivy sut que ce n'était pas fini. Ensuite, Isabella conduisit Ivy dans un coin tranquille, loin du bruit, et la regarda avec une douceur inattendue, et lui dit de ne pas avoir peur, car dans cette maison, c'était elle la maîtresse, et personne n'était autorisé à la harceler. Ivy sentit ses yeux piquer, car en 27 ans, aucune mère ne lui avait jamais adressé de telles paroles. Catherine Thornton ne l'avait que maltraitée, mais Isabella Russo, qu'elle venait de rencontrer, la traitait comme une véritable fille. Ivy voulut demander pourquoi, mais Isabella sourit simplement et dit qu'elle comprendrait plus tard. Et Ivy ne savait pas que c'était la première fois qu'elle se sentait acceptée par une vraie famille. Elle ne savait pas non plus que dans l'ombre, Serena grinçait des dents de haine et que la véritable tempête restait à venir. La fête continua et Ivy essaya de se fondre dans la foule sous la direction d'Isabella. Elle présenta Ivy aux épouses de familles puissantes, et bien que certaines la regardent avec curiosité, aucune n'osa montrer de mépris avec Lady Russo à ses côtés. Sebastian jetait occasionnellement un coup d'œil à Ivy de loin pour s'assurer qu'elle allait bien avant de retourner à ses conversations d'affaires. Ivy commença à se sentir plus à l'aise, pensant que la nuit ne serait peut-être pas aussi mauvaise qu'elle le craignait. Mais elle se trompait. Environ 1 heure après le début de la fête, le téléphone d'Ivy vibra avec un message qui semblait provenir de Sébastien, lui disant de monter immédiatement dans sa chambre, car quelque chose d'important s'était produit. Ivy le chercha du regard dans la foule, mais ne parvint pas à le trouver, et supposa qu'il l'avait devancé et l'attendait. Elle s'excusa donc auprès d'Isabella et se dirigea vers les escaliers, ignorant que le message n'était pas de Sebastian et que quelqu'un avait copié son numéro pour l'attirer dans un piège. Ivy monta au 2e étage, marcha le long d'un long couloir et s'arrêta devant la chambre indiquée. Elle frappa, mais il n'y eut pas de réponse. Elle poussa donc la porte et entra. La pièce était grande et sombre, avec seulement la lumière de la lune filtrant par la fenêtre. Ivy chercha l'interrupteur, et quand la pièce s'emplit de lumière, elle se figea, car c'était clairement la chambre privée de Sébastien. Sur l'étagère, elle vit des livres familiers, ceux-là même qu'elle avait empruntés à la bibliothèque universitaire des années auparavant. Elle s'approcha, la main tremblante en touchant les tranches, et réalisa que c'étaient exactement les livres qu'elle avait lus, avec ses annotations encore dans les marges. Pourquoi ces livres étaient-ils ici, et pourquoi Sébastien les possédait-il? Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage,
la porte derrière elle claqua. Ivy se tourna et son cœur s'arrêta en voyant un homme inconnu bloquer la porte et la verrouiller. Il était grand, en costume noir, avec un visage froid et des yeux cupides en la regardant. Ivy recula, la voix tremblante, demandant qui il était et ce qu'il voulait. L'homme rit froidement et dit qu'il avait seulement besoin qu'elle coopère un peu, et quand les gens la verraient ici avec lui dans des vêtements en désordre, son mariage avec Sébastien Rousseau serait terminé. Ivy sut que c'était un piège et chercha une issue, mais la porte était verrouillée, et l'homme s'avançait vers elle pas à pas. Elle recula jusqu'à ce que son dos touche le mur, sachant qu'elle n'avait nulle part où fuir. Mais Ivy n'était pas quelqu'un qui se soumettrait. 14 ans dans l'enfer de la maison Thornton lui avaient appris à survivre. Quand l'homme fut assez proche, elle saisit sa chance, attrapa un vase sur la table et le brisa sur sa tête. Il hurla de douleur, le sang coulant sur son front, et la fixa avec rage, la traitant de garce pour avoir osé résister. Il s'élança, lui saisit le poignet et la jeta au sol. Ivy se débattit, mais il était trop fort. Il déchira sa robe et Ivy cria à l'aide, mais la chambre au 2e étage, loin de la salle de réception, était noyée par la musique venant d'en bas. Ivy rampa vers la fenêtre, mais il lui attrapa la jambe et la tira en arrière. Il rit triomphalement, disant qu'elle ne devait pas se débattre, car Serena lui avait promis le poste de vice-président s'il réussissait et qu'il ne la laisserait pas s'échapper. Le nom de Serena tonna dans l'esprit d'Ivy, et elle comprit que c'était le complot de Serena pour la détruire. Ivy serra les dents, refusant de les laisser gagner, et ramassa un éclat de verre du vase brisé pour le planter dans le bras de l'homme. Il hurla et la relâcha un instant, et Ivy se précipita vers la porte, mais avant qu'elle ne puisse la déverrouiller, il la rattrapa, lui tira les cheveux et la traîna en arrière. Ivy tomba au sol, dans la douleur et le désespoir, pensant que cette fois, elle était vraiment perdue. Et alors la porte fut enfoncée d'un coup de pied. Ivy leva les yeux à travers ses larmes et vit Sébastien debout, le visage comme de la glace, les yeux sombres comme un ciel d'orage, un pistolet noir à la main pointé droit sur l'homme. Il ne dit rien, ne demanda rien. Il se tenait simplement là, et son seul regard suffisait à faire trembler l'agresseur comme un animal piégé. Sébastien ne posa aucune question, car il n'en avait pas besoin. Ses yeux balayèrent la pièce et virent la robe déchirée d'Ivy, les ecchymoses sur son poignet, les larmes sur son visage, et il comprit tout. Un coup de feu retentit, sec et froid. L'homme hurla et s'effondra, tenant sa jambe droite qui avait été traversée par la balle. Le sang coulait à flots et il se tordait de douleur, implorant pitié. Sébastien fit un pas en avant, posa son pied sur la blessure, et avec des yeux froids comme l'enfer, demanda lentement qui l'avait envoyé. L'homme trembla et essaya de mentir, mais quand Sébastien appuya plus fort, il hurla et avoua que c'était Serena Blackwell qui l'avait engagé, lui promettant un poste de vice-président s'il réussissait et que Scarlett Thornton avait aidé à le planifier. Sébastien retira son pied et se tourna vers Ivy, s'approcha d'elle, retira sa veste et la drapa doucement sur ses épaules pour couvrir la déchirure, et demanda d'une voix un peu plus douce, mais toujours inquiète, si elle était blessée. Ivy secoua la tête, tremblant encore, mais se sentant en sécurité avec lui à ses côtés. Il lui prit la main et la serra fort comme s'il avait peur qu'elle disparaisse, puis ordonna à Marcus, qui était à la porte, d'emmener l'homme au sous-sol et qu'il s'occuperait de lui plus tard. Marcus hocha la tête et traîna l'homme, laissant une longue traînée de sang sur le sol. Sébastien conduisit ensuite Ivy dans la salle où la fête battait encore son plein, et lorsqu'ils apparurent en haut des escaliers, tous les regards se tournèrent vers eux. Ivy savait qu'elle était dans un état terrible, avec sa robe déchirée et ses cheveux défaits. Mais Sébastien tenait sa main fermement, ne lui permettant pas de baisser la tête. Serena se tenait dans la foule, et quand elle vit Ivy indemne aux côtés de Sébastien, son sourire s'évanouit. Elle recula, les yeux paniqués comme un animal acculé. Sébastien conduisit Ivy au centre de la salle et fit signe à un membre du personnel.
Un grand écran descendit, et un enregistrement commença à passer avec la voix de Serena, exposant clairement le plan d'engager un homme pour attirer Ivy à l'étage et faire croire qu'elle avait une liaison, afin que Sébastien perde la face et soit forcé de la chasser. Puis la voix de Scarlett suivit, disant que lorsque la fille serait jetée dehors, elle s'assurerait qu'Ivy ne se relève jamais. L'enregistrement s'arrêta, et la salle tomba dans un silence de mort, tous les regards se tournant vers Serena avec dégoût et mépris, alors qu'elle restait figée, pâle comme la mort. Puis elle se précipita vers Sébastien et tomba à genoux, le suppliant à travers ses larmes, disant qu'elle l'aimait, qu'ils se connaissaient depuis l'enfance et qu'il ne pouvait pas la traiter ainsi. Sébastien la regarda avec des yeux si froids qu'Ivy sentit la pièce gelée et dit sans émotion que la famille Rousseau l'avait traitée avec bonté, mais qu'elle avait utilisé cette bonté pour nuire à sa femme. Serena hurla qu'Ivy n'était qu'un mariage politique et ne le méritait pas, et que c'était elle qui devrait être avec lui. Sébastien l'interrompit et ordonna qu'elle soit bannie de son territoire, et que si jamais elle remettait les pieds à New York, elle soit abattue. Serena hurla sauvagement alors que les gardes l'entraînaient, insultant, suppliant et menaçant. Mais personne ne s'en souciait. Les portes se refermèrent derrière elle et ses cris s'étouffèrent. Sébastien fit ensuite face aux invités et déclara avec autorité qu'Ivy Rousseau était sa femme et que quiconque la touchait était un ennemi de la famille Rousseau. Personne n'osa parler ni respirer. Dans le monde de la mafia, la parole de Sébastien Rousseau faisait loi. Isabella s'avança, regarda Ivy avec pitié, puis se tourna vers la foule et déclara froidement que quiconque toucherait à sa belle-fille était un ennemi de toute la famille Rousseau et qu'elle s'en occuperait personnellement. La foule baissa la tête en silence et la fête se termina dans la tension, les invités partant un à un sans oser croiser le regard de Sébastien. Ivy restait là, sous la protection de son mari et de sa belle-mère, réalisant qu'elle n'avait pas seulement échappé à un complot cruel, mais qu'elle faisait véritablement partie de la famille Rousseau. Pourtant, une question persistait dans son esprit concernant les livres dans la chambre de Sébastien qu'elle avait autrefois empruntés à la bibliothèque universitaire, et ce que Sébastien lui cachait depuis toutes ces années. De retour au domaine de Long Island, Ivy tremblait encore, même si Sébastien avait drapé sa veste sur ses épaules et l'avait tenue serrée pendant tout le trajet du retour. Tout ce qui s'était passé cette nuit-là était trop lourd à porter pour elle. Être attirée à l'étage, être attaquée, voir Sébastien tirer sur un homme et bannir Serena devant des centaines d'invités. Pourtant, ce qui ne quittait pas son esprit n'était rien de tout cela, mais les livres qu'elle avait autrefois empruntés à la bibliothèque universitaire, et pourquoi ils se trouvaient dans la chambre privée de Sébastien. Sébastien la fit entrer, l'emmena à l'étage et la laissa se changer. Et quand elle sortit, il l'attendait à la porte, ses yeux toujours sombres comme un ciel d'orage. Il lui demanda, d'une voix plus basse et plus douce qu'à la fête, si elle doutait de ce que Serena avait dit. Ivy le regarda et décida d'être honnête. Elle dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait choisi, qu'elle n'était qu'un mariage politique, seulement une couverture pour tromper les familles. Sébastien resta silencieux un long moment, la regardant avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Puis, il lui prit la main et lui dit de le suivre, car il y avait quelque chose qu'il voulait lui montrer. Il la conduisit dans le couloir, passa devant des pièces où elle n'était jamais entrée et s'arrêta devant une porte en chêne au bout du couloir du 3e étage. Il la déverrouilla et la fit entrer. Et quand la lumière s'alluma, Ivy resta sans voix. La pièce n'était pas grande, mais ce qui s'y trouvait la laissa incapable de parler. Les murs étaient donc couverts de photographies d'elle, des dizaines, des centaines de photos prises à différents moments sur de nombreuses années, des photos d'elle lorsqu'elle était étudiante à l'université, le jour de sa remise de diplôme, à l'organisation caritative, assise seule dans un parc, regardant le ciel nocturne. Sur les étagères se trouvaient les livres familiers qu'elle avait empruntés à la bibliothèque universitaire, avec ses notes toujours dans les marges. Sur le bureau reposait un épais journal,
Et quand Ivy l'ouvrit, elle vit l'écriture de Sébastien consignant les moindres détails de sa vie. Le jour où elle entra à l'université, le jour de ses examens finaux, le jour où elle fut diplômée avec mention, le jour où elle commença son bénévolat au centre de protection de l'enfance, le jour où elle pleura seule dans le parc parce que Scarlett l'avait malmenée. Tout était noté avec soin, comme s'il s'agissait des moments les plus précieux au monde. Ivy se tourna vers Sébastien, les larmes coulant sur son visage sans qu'elle s'en aperçoive, et demanda d'une voix tremblante pourquoi il possédait tout cela. Sébastien s'approcha, essuya ses larmes, et pour la première fois, elle vit une véritable douceur dans ses yeux. Il dit qu'il y a 12 ans, quand il l'avait vue agenouillée sous la pluie, forcée de s'excuser auprès de gens qui ne le méritaient pas. Il avait su qu'elle était la femme qu'il protégerait toute sa vie. Ivy ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. 12 ans. Il avait gardé un œil vigilant sur elle, année après année, sans qu'elle le sache. Sébastien continua d'une voix basse et émue qu'il avait acheté chaque livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque, conservé chaque article qui la mentionnait, suivi chaque pas qu'elle avait fait pendant 12 ans. Et quand il apprit que la famille Thornton prévoyait de la marier, il les avait approchés et avait proposé ce mariage lui-même, non pour la politique ou le profit, mais parce qu'il ne pouvait pas la laisser appartenir à quelqu'un d'autre. Ivy resta là, pleurant sans retenue, sentant son cœur se briser en 1 million de morceaux et se réparer à l'instant même. Elle demanda à travers ses larmes si cela signifiait qu'il l'aimait aussi, et Sébastien la regarda, et pour la première fois, elle le vit sourire, d'un sourire doux et aimant, alors qu'il disait que depuis 12 ans, elle était la seule dans son cœur. Ivy se tenait là, dans cette pièce remplie de souvenirs d'elle, et sentit comme si le monde entier tournait autour d'elle, parce que Sébastien s'était dévoué à elle dès le début, l'avait observée en silence, protégée, préservant chaque petit moment de sa vie, sans qu'elle ne le sache jamais. Pendant tout ce temps, elle l'avait aimé aussi, aimé cet homme qu'elle croyait ne jamais pouvoir atteindre, et elle le regarda, les larmes encore accrochées à ses cils, et dit d'une voix tremblante mais ferme qu'elle l'aimait aussi, que depuis cette nuit où il avait jeté sa veste sur ses épaules et l'avait protégée de ceux qui la harcelaient, elle l'avait aimé. Sébastien se figea et la regarda avec incrédulité, et Ivy fouilla dans son sac, en sortit un petit carnet usé qu'elle transportait depuis des années, et l'ouvrit pour lui, disant que c'était son journal, et qu'elle avait écrit sur lui depuis ses 15 ans, l'appelant Monsieur S, parce qu'elle n'avait pas osé écrire son vrai nom. Sébastien le prit et lut les lignes maladroites d'une jeune fille, les poèmes sur le clair de lune et l'obscurité, sur un homme froid qu'elle n'avait jamais osé approcher, les aveux sur le fait de se glisser sur le terrain de l'école pour le regarder jouer au basket, sur le fait de s'asseoir à la bibliothèque juste pour être près de lui, même s'il ne savait jamais qu'elle existait. Et quand il eut fini, il leva les yeux vers elle, les yeux rougis, et demanda d'une voix rauque si Monsieur S était lui, et Ivy hocha la tête à travers ses larmes, et dit qu'elle l'avait aimé pendant 12 ans, croyant qu'il ne saurait jamais qui elle était, et qu'elle devrait l'aimer en silence pour toujours. Sébastien fit un pas en avant, la tint fermement comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, et dit qu'ils avaient tous deux été stupides, gaspillant 12 ans à s'aimer en silence par peur. Ivy pleura dans ses bras, non de douleur, mais de bonheur, et dit que maintenant, ils étaient enfin ensemble et n'avaient plus à s'aimer en secret. Il la regarda dans les yeux et demanda d'une voix basse et significative si elle acceptait pour ce soir. Ivy comprit. Son cœur s'emballa et ses joues s'échauffèrent, mais elle hocha la tête sans hésitation. Sébastien lui prit la main et la conduisit de la pièce cachée, à travers le couloir, jusqu'à sa chambre. Et cette nuit-là, sous la lune, ils s'appartinrent l'un à l'autre, non par devoir ou politique, mais parce qu'un amour qui avait attendu 12 ans trouvait enfin sa réponse. Sébastien fut doux, comme si Ivy était le trésor le plus précieux qu'il craignait de briser, embrassant les cicatrices sur son dos laissées par la famille Thornton,
et murmurant qu'il ne laisserait plus jamais personne lui faire de mal. Et Ivy le tint et sentit sa chaleur, sachant que c'était là sa place. Quand l'aube vint, ils restèrent allongés ensemble, Ivy reposant sur sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur, tandis qu'il lui caressait les cheveux et murmurait que désormais, elle était entièrement à lui et qu'il était à elle pour toujours. Ivy sourit et dit qu'elle avait attendu 12 ans pour entendre cela, et il l'embrassa sur le front, et à ce moment, ils surent tous deux qu'ils ne se perdraient plus jamais. 12 ans d'amour silencieux, 12 ans d'attente, et enfin le clair de lune avait trouvé son chemin dans le monde de l'autre. Dans les jours qui suivirent de cette nuit, Ivy vécut un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Sébastien l'aimait vraiment, non à cause d'un mariage politique ou d'un avantage familial, mais parce qu'il l'aimait depuis 12 ans. Chaque matin, en se réveillant dans ses bras, et chaque soir assise à ses côtés, en regardant la lune, lui donnait l'impression de vivre dans un rêve. Mais elle ne savait pas que dans l'ombre, ses ennemis préparaient une vengeance. Après la fête, Serena avait été expulsée de New York, et Scarlett faisait l'objet d'une enquête pour son rôle dans le complot. Mais faute de preuves directes suffisantes, Scarlett fut libérée, en attendant d'autres mesures. Elle retourna au domaine Thornton, non avec des regrets, mais avec une haine brûlant encore plus profondément. La famille Thornton était maintenant au bord de la ruine, car Richard Thornton avait fait un investissement désastreux et l'entreprise ne pouvait plus rembourser ses dettes. Il supplia Sébastien de l'aider, et Sébastien refusa. Et sans le soutien de Russo Holdings, les Thornton perdraient tout en quelques mois. Catherine enrageait et blâmait Ivy, croyant que sans cette fille, Sébastien ne leur aurait pas tourné le dos. Et en désespoir de cause, elle contacta le plus grand ennemi de la famille Russo, la famille Moretti, une organisation mafieuse rivale qui tentait depuis des décennies de renverser Sébastien et de prendre le contrôle de la côte Est. Lorsque Catherine offrit des informations internes sur Russo Holdings, les Moretti saisirent l'opportunité. Un accord secret fut conclu. Les Thornton fourniraient tout ce qu'ils savaient sur Sébastien et ses affaires, et en retour, les Moretti les sauvèrent de la ruine et les aideraient à se venger. Mais Scarlett ne voulait pas attendre. Elle voulait qu'Ivy souffre immédiatement et savait exactement où frapper. Les parents adoptifs d'Ivy, Robert et Margaret Hayes, ce couple âgé dans une petite ville côtière du Maine qui avait élevé Ivy pendant 13 ans. Scarlett s'y rendit seule et trouva leur modeste maison de bord de mer, où Robert gisait, frêle et pâle dans son lit, tandis que Margaret s'occupait de lui. Scarlett se moqua de la pauvreté de la maison et ricana en disant que c'était là qu'Ivy avait grandi. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit si peu sophistiquée. Margaret exigea de savoir qui elle était et ce qu'elle voulait, et Scarlett dit qu'elle était Scarlett Thornton et qu'elle venait avec une offre. Si Ivy ne divorçait pas de Sébastien Russo dans la semaine, il mourrait. Robert essaya de se redresser avec colère, disant qu'il ne laisserait jamais de mal arriver à Ivy et que Scarlett devait partir. Mais Scarlett jeta froidement son dossier médical sur le lit en lui disant qu'il était en phase terminale et qu'il lui restait peu de temps et qu'il ferait mieux de conseiller à sa fille d'obéir ou bien que lui et sa femme mourraient. Elle les laissa dans la peur et la confusion, et Margaret, tremblante, sut qu'elle devait appeler Ivy. Ce soir-là, alors qu'Ivy était assise avec Sébastien sur la terrasse à regarder la lune, son téléphone sonna. Elle vit le nom de sa mère adoptive et entendit la voix ébranlée de Margaret, lui disant que son père était très malade et qu'elle devait rentrer. Ivy se leva, blême à cet instant, sachant que la tempête était arrivée. Ivy s'effondra à cet instant, son téléphone glissant de sa main alors qu'elle restait tremblante comme une feuille dans la tempête, car son père adoptif souffrait d'un cancer en phase terminale. Ces mots foraient son esprit comme des couteaux, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Sébastien se leva aussitôt, lui prit les épaules et demanda ce qui s'était passé. Ivy le regarda, les larmes coulant déjà,
et dit d'une voix brisée que son père était très malade et qu'elle devait se rendre immédiatement dans le Maine pour le voir. Sébastien ne posa pas d'autres questions. Il sortit son téléphone et appela Marcus d'une voix froide et décisive, ordonnant de préparer l'hélicoptère pour un départ dans l'heure. Puis il se tourna vers Ivy, la prit dans ses bras et lui dit qu'il l'emmènerait et de ne pas avoir peur, car tout irait bien. Ivy ne pouvait pas parler et se cramponnait seulement à lui, comme s'il était sa seule bouée de sauvetage dans une mer immense. Ils partirent sur le champ. L'hélicoptère privé de Sébastien décolla du toit du domaine Russo et fendit la nuit vers le nord. Ivy restait assise à ses côtés, fixant l'obscurité en dessous, incapable de cesser de pleurer, tandis que Sébastien lui tenait la main pendant tout le trajet, ne disant rien, mais lui faisant savoir qu'elle n'était pas seule. Pendant le vol, Ivy lui parla de son enfance dans le Maine, des journées en mer avec son père qui lui apprenait à pêcher et à lire les marées, des nuits où sa mère cuisinait de la soupe de fruits de mer et où la famille se réunissait autour d'une petite table, une vie pauvre avec des repas simples mais pleines de rires et d'amour. Les 13 plus belles années de sa vie avant que la famille Thornton ne l'emmène. Sébastien écoutait, lui serrait la main plus fort et promit qu'ils étaient ses vrais parents et qu'il les protégerait. Ivy l'aima plus que jamais à ce moment-là, parce qu'il était prêt à accepter et à défendre les gens qu'elle aimait. L'hélicoptère atterrit à l'hôpital local du Maine vers minuit et Ivy courut à travers les couloirs, le cœur battant de peur d'arriver trop tard. Quand elle poussa la porte, elle vit Robert, maigre et pâle sur son lit avec des tubes dans le bras et un moniteur cardiaque qui cliquetait à côté de lui. Margaret était assise là, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Mais quand Robert vit Ivy, il sourit faiblement avec amour et dit que sa fille était rentrée à la maison. Ivy se précipita vers lui, s'agenouilla près du lit, prit sa main décharnée et sanglota en s'excusant de ne pas avoir été plus présente et de l'avoir laissée souffrir seule. Robert lui caressa les cheveux et lui dit de ne pas pleurer car il était heureux qu'elle soit là. Margaret serra Ivy aussi et tous trois se cramponnèrent les uns aux autres en pleurant, sans besoin de mots. Sébastien observait silencieusement depuis le pas de la porte, ne s'immisçant pas dans les retrouvailles. Mais dans son cœur, il décida qu'il protégerait ces gens qui avaient aimé Ivy enfant, car ils étaient sa famille, et désormais la sienne. Après un moment, le médecin prit Ivy à part et lui dit que son père n'avait plus qu'un mois environ à vivre, car le cancer s'était propagé partout et ne pouvait être traité. Ivy resta là, sentant le monde s'effondrer sous ses pieds, ne sachant comment affronter une vérité aussi cruelle. Le lendemain matin, alors qu'Ivy s'assoupissait d'épuisement sur la chaise à côté du lit d'hôpital, Robert ouvrit les yeux et vit Sébastien sur le seuil de la porte. Il fit signe à l'homme d'entrer et Sébastien s'approcha du chevet. Sans aucune présentation, Robert savait déjà qu'il s'agissait du mari de sa fille, car il avait entendu Ivy parler de lui, du mariage soudain, de cet homme puissant qui la traitait comme un trésor. Sébastien regarda l'homme frêle et maigre sur le lit et fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla, inclina la tête et dit « Père, mon nom est Sébastien Rousseau. Je suis le mari d'Ivy, et je suis désolé d'être arrivé tard. » Robert fut stupéfait, car de toute sa vie, il n'avait jamais vu un homme de ce rang s'agenouiller devant un pauvre pêcheur comme lui. Il s'empressa de lui dire de ne pas faire cela et de se relever. Mais Sébastien ne se leva pas. Il leva les yeux et dit que Robert avait élevé Ivy pendant 13 ans et lui avait donné de l'amour quand elle en avait le plus besoin, et que s'agenouiller devant lui était une chose qu'il aurait dû faire il y a longtemps. Les vieux yeux de Robert s'emplirent de larmes. Il prit la main de Sébastien, le releva et lui demanda de s'asseoir car il voulait lui parler. Sébastien s'assit près du lit et Robert commença à lui raconter le jour où Ivy était arrivée dans leur famille, nouveau-née, parce que ses parents biologiques ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Lui et sa femme l'avaient aimée comme la leur et l'avaient élevée avec tout ce qu'ils avaient, malgré leur pauvreté. Ivy avait grandi, douce et dévouée, aimant aller à la pêche avec lui, s'asseoir sur le bateau
en regardant les couchers de soleil et en comptant les étoiles. C'étaient les jours les plus heureux, dit doucement Robert, jusqu'à ce que la famille Thornton vienne la réclamer. Lorsqu'ils apprirent qu'Ivy était leur enfant biologique, ils l'emmenèrent, et Robert et Margaret n'avaient aucun droit légal de la garder, et ne purent que regarder leur fille être emmenée après 13 ans. Pourtant, Ivy ne les avait jamais oubliés, et chaque année, elle trouvait le moyen de revenir en secret malgré l'interdiction des Thornton. Chaque fois qu'elle revenait, Robert voyait de nouvelles marques sur son corps, d'abord un bleu sur le bras, puis une longue cicatrice sur le dos, puis de plus en plus de signes de violence. Il demandait, mais Ivy ne parlait jamais, souriant simplement en disant qu'elle était tombée ou avait été imprudente ou que ce n'était rien. Mais Robert savait. Il savait qu'il ne pouvait rien faire pour la sauver, et c'était la plus grande douleur de sa vie, car il était un père qui ne pouvait pas protéger son enfant. Sébastien lui serra la main et dit avec une ferme résolution qu'à partir de maintenant il la protégerait et ne laisserait plus jamais personne lui faire de mal, même au prix de sa vie. Robert vit la sincérité dans ses yeux et demanda s'il aimait vraiment Ivy. Sébastien hocha la tête sans hésitation, disant qu'il l'aimait depuis 12 ans et qu'il l'aimerait pour le reste de sa vie. Robert sourit de soulagement et dit qu'il était en paix et n'avait qu'une seule requête. Quoi qu'il arrive, Sébastien ne devait jamais l'abandonner. Sébastien répondit que même s'ils devaient se séparer, tous ses biens appartiendraient à Ivy, mais que cela n'arriverait jamais, car il resterait avec elle pour toujours. Robert hocha la tête et regarda Margaret qui se tenait à côté d'Ivy endormie, et lui fit signe. Margaret s'avança et tendit à Ivy un vieux journal et une petite enveloppe, disant que c'était le journal de Robert, écrit depuis qu'Ivy était petite, et que l'enveloppe contenait leurs économies. Pas grand-chose, mais tout ce qu'ils pouvaient donner. Ivy se réveilla, vit le journal et l'enveloppe, comprit et éclata en sanglots en les serrant dans ses bras, disant qu'elle les aimait énormément. Robert lui caressa les cheveux, regarda Sébastien, sourit et dit qu'elle avait trouvé son bonheur et qu'il pouvait partir en paix. À cet instant, la petite chambre d'hôpital était remplie d'amour, et Ivy sut que, quoi qu'il arrive, elle porterait toujours cet amour dans son cœur. Dans les jours qui suivirent, Ivy resta dans le Maine pour s'occuper de son père adoptif, tandis que Sébastien dut retourner à New York pour gérer ses affaires, bien qu'il ait promis de revenir dès qu'il le pourrait et ait posté des gardes devant l'hôpital pour prévenir tout danger. Pourtant, il ne s'attendait pas à ce que l'ennemi soit assez audacieux pour frapper maintenant. Scarlett Thornton n'avait pas abandonné, et, après ses menaces ratées contre Robert et Margaret, sa haine n'était devenue que plus démente. Elle savait qu'Ivy ne lui obéirait jamais et ne divorcerait pas de Sébastien pour des menaces vides. Elle décida donc de faire souffrir Ivy pour de bon en lui enlevant ce qu'elle aimait le plus. Un après-midi, alors qu'Ivy et Margaret étaient sortis acheter de la nourriture, Scarlett passa à l'action. Elle avait surveillé la routine d'Ivy pendant des jours et savait que c'était sa seule chance. Elle mit une perruque brune, enfila un uniforme d'infirmière volée, entra dans l'hôpital sans éveiller les soupçons, croyant avoir réussi à éviter les caméras publiques, ignorant que l'équipe de sécurité privée de Sébastien avait déjà installé un réseau de surveillance caché de haute technologie sur tout l'étage pour la protection d'Ivy. Elle se glissa dans la chambre de Robert où il dormait, pâle et frêle, la respiration laborieuse. Elle l'observa un instant et rit doucement avec une folie qui emplit la pièce silencieuse. Il se réveilla et demanda faiblement qui elle était. Elle retira la perruque, se révéla et dit qu'elle était Scarlett Thornton et qu'elle prendrait à Ivy ce qu'Ivy aimait le plus. Robert essaya d'atteindre le bouton d'appel, mais Scarlett arracha le cordon du mur, sortit une seringue, lui couvrit la bouche et injecta du poison dans la perfusion, lui disant froidement qu'elle ne faisait que l'aider à partir plus tôt. Puis elle sortit et disparut dans le couloir. Robert sentit le froid se propager en lui, son cœur s'emballant,
alors qu'il luttait pour rester conscient assez longtemps pour voir Ivy une dernière fois. Et quand Ivy revint et poussa la porte, elle vit le moniteur hurler et son père immobile et pâle. Elle courut vers lui, le suppliant de se réveiller, et il ouvrit les yeux, sourit faiblement, toucha sa joue et murmura qu'il l'aimait. Ivy lui serra la main et appela à l'aide, sachant qu'il était trop tard, alors que sa lumière s'éteignait et que sa main devenait froide. Il lui dit de ne pas pleurer, de vivre heureuse et qu'il veillerait sur elle. Puis ses yeux se fermèrent, sa main retomba inerte et le moniteur devint une ligne plate. Ivy hurla et le tint serré, sanglotant comme si son cœur se brisait en 1 million de morceaux. Margaret s'effondra à côté d'elle, désespérée. Les médecins et les infirmières accoururent, mais on ne pouvait plus rien faire. Robert Hayes était parti dans les bras de la fille qu'il aimait le plus, et Ivy le tint jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, tandis qu'une question résonnait sans fin dans son esprit. Qui avait fait cela? Et qui lui avait pris son père? Sébastien reçut le rapport de Marcus et s'envola immédiatement pour le Maine. Quand il atteignit l'hôpital, il vit Ivy assise, immobile, à côté du corps de son père adoptif, les yeux vides, comme si son âme l'avait quitté. Il alla vers elle, la serra, et elle s'effondra enfin, pleurant comme elle n'avait jamais pleuré auparavant, comme si toute la douleur de ses 27 années s'écoulait d'un coup. Sébastien ne dit rien, et se contenta de la tenir fort, car il savait qu'aucun mot ne pouvait apaiser la perte d'un père, et qu'il ne pouvait qu'être là pour qu'elle ne soit pas seule. Pourtant, en lui la fureur montait, car Robert avait été gravement malade, mais les médecins avaient dit qu'il lui restait au moins 1 mois. Alors pourquoi était-il mort si soudainement? Sébastien ordonna à Marcus de vérifier les caméras de sécurité de l'hôpital, car il ne croyait pas à une mort naturelle, et si quelqu'un avait fait cela, il paierait de son sang. 1 heure plus tard, Marcus revint avec un ordinateur portable et passa les images montrant une femme en uniforme d'infirmière entrant dans la chambre de Robert, portant une perruque, puis la retirant pour révéler Scarlett Thornton. Ivy regarda avec horreur Scarlett couvrir la bouche de son père et injecter du poison dans sa perfusion, souriant follement tandis que l'enregistrement capturait ses paroles froides. Elle ne faisait qu'aider le vieil homme à partir plus vite. Ivy se leva, tremblante de rage, et dit d'une voix qu'elle reconnaissait à peine que Scarlett avait tué son père. Sébastien lui prit les épaules et promit qu'il l'attraperait et l'amènerait devant Ivy. Il ordonna à Marcus de trouver Scarlett en activant la reconnaissance faciale en temps réel de leur réseau et en suivant sa trace numérique via des informateurs clandestins. Ces hommes la trouvèrent cachée dans un petit hôtel à l'extérieur de la ville en quelques heures. Ils la traînèrent et Scarlett ricanait encore, disant que le vieil homme allait mourir de toute façon et qu'elle n'avait fait que l'aider à partir plus vite. Ivy s'avança et, pour la première fois de sa vie, elle ne fut pas la fille silencieuse qui subit. Elle frappa Scarlett de toutes ses forces, puis encore et encore, jusqu'à ce que sa main lui fasse mal, criant que Scarlett lui avait pris 14 ans de sa vie, l'avait torturée et humiliée, et qu'elle avait tout enduré, mais que son père était innocent et n'avait rien fait pour mériter la mort. Scarlett rit follement et blâma Ivy, disant que si Ivy avait obéi aux Thornton et divorcé de Sébastien, elle n'aurait pas eu à agir. Ivy lui dit qu'elle était un monstre et qu'elle paierait. Scarlett se moqua en disant qu'Ivy était impuissante, oubliant qu'Ivy n'était plus seule, car Sébastien se tenait à ses côtés. Sébastien s'avança et regarda Scarlett avec des yeux froids, comme l'enfer, lui disant qu'elle avait tué le père de sa femme et qu'elle ne pouvait pas vivre. Scarlett commença à supplier, terrifiée, mais Sébastien se détourna et ordonna à Marcus de l'emmener au sous-sol, où elle ne reverrait jamais le soleil. Alors que Scarlett était traînée dehors en hurlant, Sébastien tint Ivy et s'excusa de n'avoir pu protéger son père, mais jura que les responsables paieraient. Ivy pleura dans ses bras, sachant que bien que son père soit parti, elle avait encore Sébastien
et qu'elle survivrait parce que son père lui avait dit de vivre heureuse et qu'elle ne le décevrait pas. Les funérailles de Robert Hayes eurent lieu dans la petite ville côtière du Maine, où il avait vécu toute sa vie. Ce fut une cérémonie simple remplie d'amour, à laquelle n'assistèrent que des voisins proches, des camarades pêcheurs, qui étaient allés en mer avec lui pendant des années, et sa petite famille. Ivy se tenait à côté du cercueil de son père, vêtue de noir, le visage pâle, mais les yeux moins vides que les premiers jours. Sébastien se tenait à ses côtés, lui tenant la main pendant toute la cérémonie. Quand le cercueil fut descendu en terre, Ivy sortit la dernière lettre que son père avait écrite et la lut à haute voix à travers ses larmes, lui disant de ne pas s'affliger ni de pleurer, que l'avoir élevé pendant 13 ans avait été les plus belles années de sa vie, qu'elle était le plus grand cadeau que le ciel leur ait fait, qu'elle devait vivre heureuse et qu'il veillerait toujours sur elle. Et bien que les larmes coulent sur le visage d'Ivy, elle ne s'effondra pas, car elle savait que son père la voulait forte et qu'elle lui ferait honneur. Après les funérailles, Sébastien commença à agir, car il avait promis de punir les responsables de la mort de Robert, et il tint sa promesse. La famille Thornton, qui s'était alliée aux Moretti et avait abrité Scarlett, fut prise pour cible. Leurs partenaires se retirèrent, les prêts furent rappelés, les contrats annulés, et en 2 semaines, l'entreprise Thornton déclara une faillite totale. Richard Thornton fit une crise cardiaque et fut hospitalisé dans un état critique. Catherine Thornton vint supplier Ivy d'arrêter Sébastien, mais Ivy lui dit froidement que pendant 14 ans, elle n'avait jamais été traitée comme une fille et qu'elle n'avait désormais plus de famille nommée Thornton. Catherine hurla et maudit, mais Ivy se détourna. 1 mois plus tard, Ivy commença à guérir, continuant son travail caritatif, en aidant les enfants maltraités comme elle l'avait été, avec Sébastien toujours à ses côtés pour la soutenir. En mémoire de son père, il fonda la fondation Robert Hayes pour aider les orphelins et les familles de pêcheurs pauvres. Ivy pleura et lui dit qu'il n'avait pas besoin de faire cela, mais il répondit que son père était aussi son père et que c'était juste. Un jour, Ivy trouva une petite pièce dans le manoir, remplie de vieux livres qu'elle reconnut de la bibliothèque universitaire, et Sébastien avoua qu'il avait l'habitude d'y aller, non pour lire, mais pour être près d'elle. Ivy pleura et dit qu'ils avaient gaspillé tant de temps précieux à s'aimer en silence, et il l'embrassa sur le front, en disant que désormais, ils avaient toute une vie pour rattraper cela. Ivy sut que, quelle que soit la douleur du passé, son avenir avec cet homme serait plein de bonheur. 1 an après le décès de Robert Hayes, Sébastien organisa un grand mariage pour Ivy, non pas dans le New York glamour, ni dans le majestueux domaine Rousseau, mais sur la plage du Maine, où Ivy avait grandi et où elle avait vécu ses années les plus heureuses avec ses parents adoptifs. Car Sébastien savait que c'était l'endroit qui comptait le plus pour elle, et il voulait que leur mariage se tienne là où son père pourrait regarder d'en haut. La plage était ornée de milliers de roses blanches et de la lueur de bougies vacillantes. Des invités arrivèrent de partout, des familles alliées de la mafia aux voisins proches de la famille Hayes. Margaret Hayes était assise au premier rang, les larmes aux yeux, regardant sa fille marcher sur le tapis de fleurs. À ses côtés se trouvait Isabella Rousseau, et les 2 femmes se tenant la main comme de vieilles amies. Isabella dit à Margaret, avec une gratitude sincère, qu'elle la remerciait d'avoir élevé une enfant aussi merveilleuse et de lui avoir donné de l'amour quand elle en avait le plus besoin. Margaret sourit à travers ses larmes et la remercia d'avoir donné à Ivy une vie heureuse. Ivy s'avança dans une robe de mariée d'un blanc pur, tenant un bouquet de roses. Elle n'avait pas de père pour la mener à l'autel, mais elle savait qu'il regardait d'en haut, souriant et la bénissant. Quand elle atteignit Sébastien, il la regarda avec amour, et ses yeux étaient humides. Sébastien s'agenouilla devant elle devant tout le monde, sortit une bague en diamant et dit d'une voix tremblante qu'il y a 12 ans, il l'avait aimée au premier regard et qu'il l'avait attendue et observée de loin pendant près de la moitié de sa vie,
souhaitant être avec elle, et qu'il lui demandait maintenant de le laisser être à ses côtés pour le reste de sa vie. Non pour un mariage politique, mais par amour. Ivy pleura des larmes de bonheur et hocha la tête, disant qu'elle avait attendu 12 ans pour entendre ces mots. Sébastien se leva, passa la bague à son doigt et se tourna vers le prêtre, tandis que la cérémonie se déroulait sous le coucher de soleil flamboyant au bord de la mer. Sébastien jura d'aimer et de protéger Ivy jusqu'à son dernier souffle, d'être sa lumière dans l'obscurité et son refuge dans chaque tempête, et de ne plus jamais la laisser souffrir seule. Ivy jura de rester aux côtés de Sébastien, peu importe qui il était ou ce que le monde disait, et de l'aimer de tout son cœur, comme elle l'avait aimé pendant 12 ans. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Sébastien embrassa Ivy sous les applaudissements des invités, tandis que des feux d'artifice illuminaient le ciel nocturne et que la pleine lune brillait comme si le ciel lui-même les bénissait. Sébastien tint Ivy et murmura qu'il y a 12 ans, quand il l'avait vue agenouillée sous la pluie, il s'était promis qu'il la ferait un jour sourire ainsi, et c'était chose faite. Ivy leva les yeux vers lui, souriant radieusement, et dit qu'il avait réussi, son monsieur S avait réussi. Ils s'embrassèrent sous la lune, et, à cet instant, toutes les souffrances passées s'évanouirent. Ivy avait trouvé son bonheur auprès de l'homme qui l'avait aimée silencieusement pendant 12 ans. Elle n'était plus une lune cachée derrière la brume, mais brillait intensément dans son monde. Leur histoire s'achevait là, comme une histoire de 12 ans d'amour silencieux, d'endurance et d'espoir, de découverte de la lumière après les ténèbres. Un rappel que peu importe la dureté de la vie et l'injustice de la façon dont nous sommes traités, il y a toujours de l'espoir devant nous, et que le véritable amour trouve ceux qui attendent avec patience, et que ceux qui nous aiment vraiment se tiendront toujours à nos côtés et nous protégeront quoi qu'il arrive. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez et partagez-la avec ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires. Nous aimerions savoir ce que vous ressentez à propos de cette histoire, et si vous avez déjà aimé quelqu'un en silence, ou surmonté des épreuves pour trouver le bonheur. S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires. Nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une bonne santé, une vie joyeuse et des cœurs pleins d'amour. Merci d'être avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.